Bonjour tout le monde. On est très ravis aujourd'hui de démarrer notre webinaire. Donc là, c'est le premier webinaire, c'est en français. Donc aujourd'hui, je vais commencer par partager l'écran. Je vais vous montrer voilà, donc l'agenda de notre webinaire d'aujourd'hui. Voilà. Voilà, très bien. Donc on est très ravis aujourd'hui de vous présenter MSCA Staff Exchange pour l'Afrique. C'est un dispositif qui encourage la collaboration internationale et intersectorielle à travers l'échange du personnel en lien avec la recherche et l'innovation. Je vais commencer par faire une petite introduction. Par la suite, Julie Leprêtre, Policy Officer à la Direction générale de l'éducation, la jeunesse, du sport, de la culture, de la Commission européenne. Elle va faire une introduction aux actions Maruk Solzavka Curie Actions. Et ensuite, on va passer à Cristina Gomez, c'est un bon contact national espagnol et délégué national de MSCA. Et elle va nous exposer voilà, tous les détails voilà, toutes les informations essentielles à la compréhension de ce dispositif et comment vraiment bénéficier de ce dispositif qui est très important, qui encourage la collaboration. Soyez la bienvenue. Donc, le webinaire, il sera enregistré. Vous allez certainement avoir l'occasion de revoir tous les détails qui seront mentionnés dans le webinaire. Je commence par vous présenter le QR code pour Slido. Prière de scanner ce QR code. Vous aurez le lien direct vers Slido. Vous pouvez poser n'importe quelle question relative à la compréhension, la participation des pays africains, des organisations, des laboratoires de recherche, des structures de recherche. C'est au-delà. Donc, vous avez Slido. Je vais partager aussi le lien sur la discussion sur Zoom. On est actuellement sur live Facebook. Donc, voilà. Vous avez deux possibilités de joindre notre webinaire. Alors, je commence brièvement pour présenter c'est quoi le réseau du Euraccess Afrique. Donc voilà, tout d'abord, Euraccess Worldwide, c'est une initiative de la Commission européenne. Elle consiste à donner des services, des portails, des outils dédiés pour les chercheurs qui travaillent en dehors de l'Europe, en l'occurrence l'Afrique, et permet entre autres d'entrer en contact avec les collègues professionnels pour s'engager dans des collaborations en matière de recherche et innovation, dans des opportunités aussi de carrière en Europe. Donc là, il s'agit d'une plateforme, elle est là, donc il suffit de taper sur Google Euraccess si vous allez trouver la plateforme. C'est une source fiable d'informations et d'idées sur les offres de mobilité, les offres de financement, les possibilités d'échange et d'accueil dans les différents laboratoires, structures et organisations en Europe. Et elle permet aussi d'aider les chercheurs à rentrer en contact, développer des réseaux, développer encore et encore des consortiums pour avoir des projets. Voilà. Là, à titre d'exemple, c'est en 2021. Regardez donc le nombre. On est à 93 000 positions publiées en 2021. Donc, le nombre, il est vraiment excellent et donc vous avez vraiment une grande possibilité d'en tirer profit. D'avoir la possibilité d'avoir une mobilité en Europe avec un financement, tout sera financé, donc dans le séjour ou bien dans la période d'accueil dans les laboratoires et les structures en Europe. On est presque dans le monde entier. On est dans Latin American Caribbean, on est dans North America, on est India, China, Asie, Corée, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande et on est en Afrique. Euraccess Worldwide, elle vient de lancer son hub, son bureau en Afrique. Donc là, vous voyez la photo de l'équipe Worldwide, on est partout dans le monde entier. Euraccess Afrique, elle permet de donner des informations gratuites sur la recherche,
et donc les politiques de l'Union européenne, les possibilités de carrière et de financement, et également les possibilités de mise en réseau et de collaboration entre les différents organismes, que ce soit associations, laboratoires de recherche, universités, établissements publics et SMEs, Small et Medium Enterprises. Donc, en 2021, c'était donc une année préparatoire pour préparer le lancement de Hub, mais en 2022, c'est le lancement officiel. Et là, vous tapez All Access Worldwide, vous pouvez entrer dans le site, il y a le bouton qui est en jaune là-bas, Sign up for free membership. C'est gratuit, c'est gratuit. Donc, il suffit de cliquer, en quelques secondes, remplir le formulaire et donc voilà, vous êtes inscrit en tant que membre de Access Afrique. Donc là, on a beaucoup voilà, de choses à faire. Donc, c'est promouvoir le paysage de la recherche de l'Union européenne, promouvoir les possibilités de financement, promouvoir le réseau, inviter des intervenants de réseau africains et en Europe et mettre en relation des chercheurs avec les laboratoires et les structures de recherche. On utilise généralement le site web officiel de la Commission européenne, donc les informations sont à jour. On est en train de publier toutes les offres de mobilité, les offres de financement, les news, les events et voilà, et au-delà. Donc, on a les social media, flash notes, newsletters, info sessions et les practical workshops, donc les workshops pratiques. Donc, je passe pour les événements 2022. Là, en mars 2022, c'était 16 mars, c'était un événement co-organisé par European Research Council. C'est à propos donc les opportunités offertes par ERC. On a co-organisé 2 webinaires, un en français et un en anglais. Ensuite, c'était en mars, c'était la première fois qu'on présente le réseau All Access Afrique. C'était dans la conférence biannuelle à Nantes, en France. Ensuite, c'était à Sousse, là, c'est un réseau, une journée de réseautage à la faculté de médecine de Sousse, en Tunisie. C'était une occasion aussi de présenter le réseau All Access Afrique. Ensuite, au Maroc, c'était à l'occasion aussi d'un Day organisé à Agadir avec l'université Ibn Zahra. Et on a organisé en fait des workshops pratiques en lien avec la plateforme All Access et la plateforme Funding and Tenders Opportunities qui est en lien avec Horizon Europe et au-delà, Erasmus Plus et au-delà. Donc là, c'était à Addis Ababa. Dans le ministère de l'Éducation, c'était une rencontre très fructueuse dans laquelle on a discuté les possibilités de collaboration avec l'Éthiopie. Ensuite, on a co-organisé et organisé plusieurs actions, plusieurs webinaires en français et en anglais. C'était le mois de septembre aussi. Et au mois d'octobre, c'était le premier webinaire dans une série de webinaires en collaboration avec Tyler and Francis. Et c'était donc le premier qu'on a organisé donc, le 11 octobre. On aura aussi un deuxième webinaire le 10 novembre, bientôt, qu'on va publier dans le site web de All Access Afrique. Là, on est aujourd'hui dans notre webinaire MSCI Staff Exchange pour l'Afrique. Et donc, je vais laisser par la suite le soin aux conférenciers et à mes collègues qui vont présenter tous les détails, toutes les informations nécessaires. Donc là, le même webinaire sera organisé après-demain, le 20 octobre, c'est en anglais aussi. Donc, vous avez toutes les possibilités de joindre le webinaire en français ou bien le webinaire en anglais, et ça dans une optique de se rapprocher de la communauté recherche et innovation en Afrique. Donc là, les partenaires clés, on vient de faire une collaboration et un partenariat avec l'Agence universitaire de la francophonie et en cours avec l'African Academy of Sciences, l'Association d'universités africaines, la Fédération, Federation of Arab Scientific Research Councils, l'IRND et le réseau des instituts Pasteur en Afrique. Voilà. Donc, c'est gratuit. C'est gratuit. Il suffit de cliquer, remplir en quelques secondes
Et voilà, vous êtes membre d'Euraccess. Vous allez avoir l'information à temps, l'information actualisée. Vous allez bénéficier de toutes les formations, de toutes les actions, de tous les webinaires, de tous les événements et vous pouvez tirer profit. On est sur LinkedIn, on est sur Twitter, on est sur Facebook et notre email, c'est africa@youraccess.net. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Maintenant, je laisse le soin donc, à Julie Leprêtre, Policy Officer à la Commission européenne. Donc, elle va nous présenter donc, le mécanisme MSCA, donc, avec toutes ces possibilités vraiment exceptionnelles voilà, de réseautage et de financement et tout. Donc, voilà, merci beaucoup, Julie. Donc, j'arrête mon partage d'écran et voilà, donc à vous deux. Merci beaucoup, Ahmed. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, parfait. D'accord. Faites-moi savoir s'il y a un souci, bien sûr, pour les slides. Donc, bonjour à tous et merci de me donner la parole. Je vais essayer d'être courte parce que je pense que le plus important pour vous est d'écouter ma collègue Christina qui va effectivement mettre, elle, l'accent sur Staff Exchanges en tant que tel. Et c'est pour cette raison que vous êtes réunis aujourd'hui. Donc, je vais essayer d'aller très rapidement sur une introduction générale des actions Marie Skłodowska-Curie sous Horizon Europe. Je voudrais simplement rappeler pour débuter que les actions Marie Skłodowska-Curie font partie du premier pilier du programme pour la recherche et l'innovation. Et c'est ce pilier qui finance l'excellence scientifique, qui permet aussi de faire collaborer les meilleurs chercheurs d'Europe et d'ailleurs. Et nous allons insister bien sûr sur le « et ailleurs », puisque vous allez voir que l'ensemble des actions Marie Skłodowska-Curie sont ouvertes aux chercheurs et aux organisations, notamment évidemment africaines. L'objectif est aussi, avec ce pilier 1, de doter les chercheurs des compétences nécessaires dans les secteurs académiques et non académiques et d'offrir un accès à d'excellentes infrastructures de recherche. Alors, en ce qui concerne Marie Skłodowska-Curie Actions, vous connaissez pour certains d'entre vous, j'en suis sûre, le programme sous Horizon 2020. Je vais vous présenter les grandes orientations sous Horizon Europe, mais vous allez constater par vous-même qu'il n'y a pas énormément de changements à apporter. Nous avons simplement cherché à simplifier notamment le nom des actions pour les rendre plus accessibles, plus compréhensibles, mais aussi nous avons mis l'accent sur certaines dimensions qui nous paraissent essentielles de développer, notamment la coopération intersectorielle, interdisciplinaire et internationale. Alors, quelques chiffres en ce qui concerne les actions Marie Skłodowska-Curie. Sous Horizon 2020, le programme a soutenu 65 000 chercheurs en Europe et au-delà, dont 25 000 doctorants. Ils ont financé également plus de 1000 excellents réseaux doctoraux internationaux. Et il est important, en fait, à notre sens, d'insister sur le fait que les MSCA soutiennent les chercheurs, mais aussi les institutions. Nous avons aussi favorisé des liens étroits, comme vous pouvez le constater à l'écran, au-delà du milieu universitaire avec l'industrie et les PME, donc 4500 entreprises et organisations non universitaires ont été impliquées dans le programme. L'une de nos priorités est également d'accompagner les femmes dans la recherche et de contribuer à l'égalité d'accès des femmes et des filles à la science. Et comme vous pouvez le voir, les femmes représentent près de 42% du programme. Encore une fois, j'essaye de ne pas trop développer à ce stade. Bien sûr, je resterai pendant toute la session. S'il y avait des questions spécifiques sur les actions au-delà de Staff Exchanges, Christina et moi-même pourrons bien sûr également y répondre pendant la séance de questions-réponses. Donc, MSCA est le programme de référence de l'Union européenne pour la formation doctorale et postdoctorale et elle contribue notamment à fournir aux chercheurs les compétences nécessaires sur le marché du travail pour innover, pour transformer les connaissances et les idées en produits et services. Elle permet, comme on l'a dit à l'instant, de développer d'excellents programmes doctoraux et en fait,
par là même, elle accroît l'attractivité et la visibilité au niveau mondial des organisations qui participent. Quelques dimensions clés en ce qui concerne les actions Marie Skłodowska-Curie Actions. Le programme a pour objectif d'accompagner les chercheurs à toutes les étapes de leur carrière, en mettant l'accent donc sur la formation, sur les compétences, le développement de compétences et sur l'évolution de carrière. Le programme permet également de promouvoir un impact structurant sur les organisations à travers ces excellents programmes doctoraux et postdoctoraux et à travers des projets collaboratifs. Un point sur lequel nous insistons régulièrement, c'est que c'est un programme qui est considéré comme bottom-up, ce qui signifie que le programme est ouvert à toutes les disciplines scientifiques. Donc, il n'y a pas de call, d'appel ciblé qui soit organisé, ce qui veut dire en fait que les propositions sont sélectionnées sur la base de leur excellence, de leur impact et de la qualité et de l'efficacité de la mise en œuvre. Il y a un fort soutien au travers de ce programme à la coopération internationale, intersectorielle et interdisciplinaire. Ce sont vraiment trois dimensions clés des actions. Donc, en ce qui concerne l'international, le programme est ouvert aux chercheurs du monde entier. Et d'ailleurs, sous Horizon 2020, environ 40% des chercheurs MSCI étaient originaires de l'extérieur de l'Union européenne. Donc, c'est vraiment le programme le plus international dans le cadre d'Horizon 2020 et on espère bien sûr qu'il continuera à l'être sous Horizon Europe. En ce qui concerne la coopération intersectorielle et interdisciplinaire, les MSCI favorisent des liens donc au-delà du milieu universitaire avec l'industrie et les PME, y compris donc avec des incitations financières. Ça, c'est une dimension nouvelle sous Horizon Europe. Et l'accent mis sur la coopération intersectorielle a pour objectif de garantir que les chercheurs disposent de compétences nécessaires pour pouvoir effectivement ensuite les mettre à profit de business, d'entreprises, de PME et aussi puissent être en lien avec d'autres acteurs socio-économiques tels que les institutions gouvernementales, les ONG, les musées ou les hôpitaux. Je passe très rapidement sur les conditions de travail et d'emploi attractives, mais évidemment, ça va avec les MSCI et ça fait partie quand même des atouts de ce programme. Les chercheurs MSCI sont recrutés sous un contrat de travail avec une couverture sociale, une assurance maladie, des indemnités mensuelles pour couvrir aussi différents frais de mobilité, notamment. En ce qui concerne ces actions, elles sont au nombre de 5. Comme je vous l'ai dit, nous allons mettre l'accent aujourd'hui sur Staff Exchanges. Donc, je ne vais pas, encore une fois, passer beaucoup de temps sur l'ensemble des actions, mais juste vous rappeler les 5 actions en quelques petits mots. Donc, nous avons Doctoral Networks qui, en fait, concerne les réseaux doctoraux internationaux, y compris donc des doctorats conjoints, des doctorats industriels qui sont établis par des consortiums d'universités, mais aussi des centres de recherche, des entreprises et tout partenaire non académique qui soit pertinent dans ce cadre. Nous avons les Postdoctoral Fellowships qui sont en français les bourses postdoctorales pour des chercheurs plus expérimentés qui souhaitent effectuer leur recherche en Europe, mais potentiellement aussi à l'extérieur de l'Union européenne. Nous avons Staff Exchanges que nous allons développer aujourd'hui, qui soutient les échanges de personnel dans le domaine de la recherche et l'innovation. Nous avons CoFund qui concerne le cofinancement de programmes doctoraux et postdoctoraux. Et vous avez un petit encart sur MSCI and Citizens, mais qui potentiellement vous intéresse moins, puisque en l'occurrence, cette action qui couvre la Nuit européenne des chercheurs est ouverte aux États membres et aux pays qui sont associés à Horizon Europe, ce qui signifie en fait que, évidemment, ça ne concerne pas la plupart des pays africains. Quelques chiffres relatifs à la participation des chercheurs et des organisations africains dans le programme. Donc, comme vous pouvez le constater sur cette slide, plus de 1800 chercheurs africains ont été impliqués jusqu'alors dans les MSCI.
Cela représente 281 participations d'organisations, 150 projets. Et ce que je voudrais notamment souligner, c'est que en ce qui concerne la distribution par action, comme vous pouvez le constater, alors SE, ça signifie, pardon, Staff Exchanges, j'aurais dû mettre les noms en entier. Staff Exchanges représente 71,3% en fait de la participation africaine dans le programme. Ça correspond en fait à 107 projets sur les 150 qui ont été menés jusqu'alors. Donc, vous pouvez constater qu'effectivement, Staff Exchanges est l'action, je dirais, la plus répandue en termes de succès, en termes de participation. Je ne sais pas ce qu'en dira Christina, si Christina, tu pourras effectivement confirmer, mais pour moi, pour nous, en fait, cette action, c'est un moyen justement d'accès aux actions Marie Skłodowska-Curie qui est sans doute plus aisé que sur les autres actions, Postdoctoral Fellowship notamment, qui est extrêmement compétitif, ou les Doctoral Networks, pardon, j'ai mis l'ancien acronyme, Doctoral Networks, mais je vais te laisser peut-être développer sur ce point, Christina. En tout cas, Staff Exchanges, c'est une belle opportunité pour effectivement approcher les actions Marie Skłodowska-Curie et pour pouvoir ensuite développer des partenariats et évoluer potentiellement aussi vers d'autres appels et vers d'autres actions du programme. Vous avez ici le calendrier des appels dans le cadre des actions Marie Skłodowska-Curie. Et comme vous pouvez le constater, le call Staff Exchanges est actuellement en cours. Il a été ouvert le 6 octobre dernier, il va se clôturer le 8 mars, d'où évidemment la pertinence et la nécessité aussi d'organiser ce webinaire aujourd'hui pour vous permettre d'avoir accès à plus d'informations sur l'action. Et comme vous pouvez le constater aussi à l'écran, CoFund a été ouvert le 11 octobre et clôturera le 9 février prochain. Les autres actions vont de toute façon être publiées chaque année, c'est-à-dire que l'ensemble des actions font l'objet d'une publication annuelle, ce qui veut dire que sur Doctoral Networks ou sur Postdoctoral Fellowships, vous aurez aussi la possibilité, bien sûr, en 2023, de postuler à ces appels. Je vais m'arrêter là parce que je pense que cette présentation sera partagée avec l'ensemble d'entre vous, ce qui vous permettra de prendre connaissance des différents liens que nous vous conseillons de suivre pour pouvoir évidemment rester à jour et de l'ensemble des liens qui sont pertinents dans le cadre des actions Marie Skłodowska-Curie. Donc, encore une fois, je m'arrête là. Je laisse la parole à Christina parce que je pense qu'il est très important que vous puissiez échanger avec ma collègue. Je vous remercie. Et bien sûr, encore une fois, je serai disponible pour des questions pendant la session de questions-réponses. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julie. Très bien. Donc, Christina, donc voilà, juste activer le micro, voilà. Parfait. Merci, Julie. Merci, Ahmed. Donc, je pense que vous voyez bien, n'est-ce pas, mon écran? Vous voyez le début de la présentation. Parfait. Merci. Bon, tout d'abord, merci beaucoup à Ahmed et à Euraccess Afrique de m'avoir donné l'occasion aujourd'hui d'expliquer, de montrer cet appel Staff Exchanges et les opportunités qu'il y a pour la participation des institutions africaines. Bien sûr, merci à Julie de la Commission européenne aussi pour nous avoir donné cet aperçu général du programme MSIA. Je m'appelle Cristina Gomez et je suis déléguée et point de contact national pour MSIA en Espagne. Je travaille à la Fondation espagnole pour la science et la technologie, FECIT, qui est une des deux institutions nommées à niveau national pour soutenir les participants espagnols au programme 4 européen. Donc, je vous avoue, ça fait un petit peu longtemps que je ne parle pas le français comme ça de manière quotidienne, donc je m'excuse en avance pour ma prononciation. Alors, les slides, les diapos, on va les avoir en anglais parce que je pense que c'est très important pour vous de connaître un peu le langage du programme. D'ailleurs, nous, on fait pareil quand on fait les infodays en espagnol. On a toutes les diapos en anglais, mais bien sûr, on va faire la présentation en français. Donc, j'ai mes petites notes à côté pour ne rien oublier. Alors, au cours des à peu près 30 prochaines minutes environ, je vais vous guider à travers des objectifs, des règles générales de participation, comment le projet doit être soumis, aussi le calendrier d'appel et certains documents de soutien. Alors,
Voyons, on y va. Voilà, donc c'est quoi Staff Exchanges ou les échanges de personnel? Staff Exchanges, c'est un projet collaboratif de recherche et innovation conjoint qui sera mis en œuvre à travers justement des échanges de personnel des institutions qui vont participer au projet. Ce programme vise à améliorer les réseaux qui sont déjà existants en cours, mais aussi à construire de nouveaux réseaux dans cet environnement de la triple dimension, comme nous a déjà parlé Julie, non? Cette dimension internationale, interdisciplinaire et intersectorielle. Donc, Staff Exchange va permettre le transfert de connaissances et de collaboration qui, espérons-le, vont durer au-delà de la durée du projet. Et d'ailleurs, comme Julie a bien dit, c'est pour nous aussi, comme PCN, on pense que c'est le meilleur outil de MSIA pour commencer à internationaliser l'entreprise, l'université, le centre de recherche. C'est vraiment le meilleur mécanisme. C'est le programme le plus international aussi, qui favorise la coopération avec des organisations du monde entier dans le domaine scientifique spécifique. Donc, quels sont, soi-disant, les avantages? En termes de valeur ajoutée, les membres du personnel et leur organisation vont se bénéficier de la mobilité qui est au cœur de l'action en termes de mise en réseau et de collaboration, de transfert de connaissances et de conversion des idées en produits et en services. En ce qui concerne le développement de carrière du personnel, c'est grâce justement à ces compétences transférables et scientifiques qu'ils vont acquérir au cours de sa formation. Ce personnel va devenir plus employable et pourra aussi améliorer ses perspectives de carrière sur le marché du travail, non seulement au sein de l'université, de l'académie, mais aussi en dehors. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, pour pouvoir participer à l'appel d'échange du personnel, il faut créer un consortium. Il s'agit d'un réseau d'organisations mettant en œuvre des échanges, des déplacements, des détachements qui vont être dirigés par une institution qui va coordonner le projet. Le consortium doit inclure au moins 3 entités juridiques indépendantes qui sont établies dans 3 pays différents. Donc, 2 doivent être établies dans un État membre ou aussi un État associé à Horizon Europe. Si toutes les institutions appartiennent au même secteur, c'est-à-dire des organisations académiques ou non académiques, je vais expliquer dans la suivante diapo ce que signifient les secteurs, il doit avoir au moins une organisation d'un pays tiers non associé. Donc, il existe une définition qui est établie par la Commission européenne qui différencie les pays de l'Union européenne des pays non membres de l'Union européenne. Je vous ai indiqué le lien vers la liste mise à jour des pays non associés à l'horizon Europe. Tous les pays établis en Afrique participent en tant que pays tiers et ils sont éligibles de recevoir des financements. Dans le cas de la Tunisie, elle est considérée comme un pays associé à Horizon Europe et peut participer aussi en tant que bénéficiaire à ces projets de Staff Exchange. Le Maroc aussi maintenant est en train de négocier son association. Donc, voici quelques définitions qui sont pertinentes, qui sont relevantes pour que vous puissiez comprendre comment fonctionnent les projets. Les institutions peuvent participer de 2 façons différentes, être des bénéficiaires ou des partenaires associés, ce qu'on appelle en anglais « associated partners ». Toutes peuvent envoyer et accueillir du personnel pour des échanges et offrir des possibilités de formation. Les bénéficiaires, comme j'ai déjà dit, sont établis dans les États membres, dans les pays associés, tandis que les partenaires associés sont établis dans des pays tiers. Donc, ça sera le cas pour les institutions africaines, sauf la Tunisie et le Maroc. Il faut dire qu'il n'y a pas vraiment de taille typique pour un consortium. Cela dépendra de chaque besoin du projet. C'est vrai que la Commission européenne recommande d'avoir une composition qui permet une gestion qui soit efficace de l'action. Donc, on peut trouver des projets qui vont depuis 3 jusqu'à 20 organisations qui participent. Normalement, il y en a de 6 à 10 organisations, mais c'est vrai que ça dépend beaucoup.
Comme Julie a mentionné, la mobilité entre les secteurs, c'est vraiment essentiel. Et c'est pour ça que la Commission européenne a établi des définitions pour des secteurs. Donc, on trouve le secteur académique, qui inclut les établissements d'enseignement supérieur publics ou privés qui peuvent délivrer des diplômes universitaires, les organismes de recherche publics ou privés à but non lucratif et des organisations internationales européennes de recherche. Et puis après, nous avons le secteur non académique, donc tout acteur socio-économique non inclus dans la définition du secteur académique qui répond aux exigences des règles de Horizon Europe. Et on parle donc, par exemple, des PME, des petites et moyennes entreprises, des organisations non gouvernementales, des hôpitaux, des musées, de l'administration publique aussi. Ces deux secteurs, ils peuvent participer en tant que bénéficiaires et en tant que partenaires associés. D'accord? Veuillez noter, c'est important, que le secteur est déterminé lors de l'enregistrement de l'établissement sur le portail de la Commission européenne. Donc, je sais parfois avoir des définitions, c'est compliqué et je voulais vous montrer ce que ça veut dire un petit peu Staff Exchange avec un exemple. Donc, j'ai trouvé un exemple d'un projet qui a été financé dans le dernier appel d'Horizon 2020, donc c'est le programme cadre antérieur, qui s'appelle Speranto. Ça veut dire Exchanges for Speed Research and Technologies. Donc, le montant total de financement accordé est de 1 181 000 € et c'est un projet coordonné par l'Université de Le Mans en France. Vous avez aussi le lien juste où il y a écrit Esperanto si vous voulez jeter un coup d'œil. En ce qui concerne le contenu, laissez-moi vous en parler un petit peu. Il s'agit de technologies de traitement de la parole qui sont essentielles pour une gamme d'applications professionnelles. Le projet Esperanto estime que la prochaine génération d'algorithmes d'intelligence artificielle utilisés dans le traitement de la parole devrait être plus accessible. Par exemple, il devrait intégrer l'implication humaine et être aussi déchiffrable pour permettre des applications sensibles et pour préserver les données personnelles. Esperanto envisage de faire parvenir ces technologies aux PME européennes, d'étendre et de sécuriser leur mise en œuvre à des fins médicaux, sanitaires et éducatifs. Donc, le projet soutiendra le développement d'outils d'open source. Il produira aussi des séminaires sur des différents thèmes de traitement de la parole pour soutenir les nouveaux étudiants, les chercheurs, les ingénieurs d'intelligence artificielle de la parole et va aussi aider à la collecte et au partage de ressources linguistiques et vocales. Donc, ce projet, comme vous pouvez voir ici, il comprend 10 bénéficiaires. Donc, voilà, ici, je travaille avec 2 écrans à la fois. Donc, un bénéficiaire, comme vous pouvez le voir, est établi à la Tunisie. C'est une institution, une entreprise, donc il appartient au secteur non académique. Et nous avons 8 partenaires associés. Donc, un est une institution, une université du Cameroun. Donc, une institution académique qui est dans un pays tiers et qui participe comme partner organization, comme associated partner, partenaire associé. Donc, là, c'est un exemple. Vous avez 10 bénéficiaires et 8 partenaires associés. Vous voyez un petit peu, ça dépend du projet. Les consortia vont être plus ou moins grands. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi un petit peu plus au sujet de cet exemple en concret? Donc, d'un point de vue scientifique, le projet est organisé en différents lots de travail, ce qu'on va appeler work packages. C'est donc la façon dont la science est organisée et il comprend, par exemple, comme vous pouvez voir, un lot de travail associé à l'apprentissage assisté par l'homme. Ce programme de travail vise à développer des systèmes automatiques intégrant l'apprentissage assisté par l'homme. Ces systèmes devraient être capables de fusionner des informations provenant des données informatiques traitées et d'un opérateur humain. Et nous avons aussi un autre travail qui va traiter la façon d'expliquer et d'interpréter des systèmes d'intelligence que maintenant sont vraiment traités dans plusieurs programmes de recherche dans le monde entier parce qu'il faut vraiment expliquer comment sont prises les décisions par les systèmes d'intelligence artificielle. Ça, c'est crucial pour la confiance et l'acceptation sociale de ces systèmes. Donc, dans ce projet,
les échanges de personnel, les détachements vont permettre de réaliser des activités scientifiques, des expérimentations, des mises en marche de structures de recherche, d'utilisation de nouvelles techniques et en plus aussi de façon complémentaire, des activités de réseau et de formation. Voilà un exemple aussi qui vont se donner pendant toute la duration du projet entre les personnes qui participent pour permettre l'obtention de compétences scientifiques, mais aussi des compétences transférables. Par exemple, là, vous avez le cas d'une école d'été, un summer school, sur la technologie du langage humain pendant 2 semaines qui s'est produit dans un partenaire associé aux États-Unis. Voilà, donc, qui peut faire ces déplacements, ces détachements? Les échanges sont ouverts à tout type de personnel contribuant aux activités de recherche et d'innovation. Donc, on parle beaucoup plus que de chercheurs ici dans ce programme et c'est très intéressant. On parle de doctorants, on parle de chercheurs postdoctoraux, du personnel administratif et technique aussi. La définition de personnel est celle de la législation nationale, ça c'est très important aussi, et des pratiques internes de l'organisation qui envoient le personnel en détachement. Les membres du personnel doivent être activement engagés ou liés dans l'organisation qui va faire l'envoi à des activités de recherche et d'innovation pendant au moins 1 mois avant le premier détachement. Et comment se produisent les échanges, les staff exchanges? Chaque membre du personnel peut être détaché pour une période de 1 à 12 mois. Le détachement peut être fractionné en plusieurs séjours avec un ou plusieurs bénéficiaires ou partenaires associés. Par exemple, vous pouvez faire un détachement de 3 mois dans un partenaire européen, mais aussi 1 mois dans un autre partenaire ou dans un autre bénéficiaire européen. D'accord? Pendant le détachement, le personnel doit être consacré à temps complet à l'action. Ça, c'est très important. C'est un 100%, il faut dédier à les activités qui sont faites pendant ce détachement. Et une fois terminé, c'est très important que les personnes qui ont fait ce détachement peuvent retourner dans leur organisation d'origine pour maximiser l'impact de l'échange et aussi assurer le transfert de connaissances et de la collaboration à long terme dans l'institution. Alors, ce tableau, c'est un petit peu compliqué. Je vais m'arrêter ici un petit peu pour essayer de l'expliquer. Je vais le faire aussi avec l'exemple d'Espéranto. Il faut que vous sachiez les principales règles que vous devez prendre en compte. D'accord? Ce sont les suivantes. Alors, les échanges dans le même pays ne sont pas éligibles. Les détachements ou les échanges effectués entre des organisations qui sont établies dans des partenaires associés, donc dans des pays tiers, ne sont pas éligibles au financement, comme vous pouvez le voir avec les marques en orange, avec des croix, d'accord? Donc, on ne peut pas avoir, par exemple, un détachement entre, par exemple, l'Éthiopie et le Cameroun, d'accord? Parce que c'est 2 pays tiers. Ça ne serait pas possible non plus de faire des échanges dans un même pays. Par exemple, si vous avez un échange entre l'Espagne, une université, et l'Espagne, une entreprise, ça non plus, ce ne serait pas possible. Les déplacements entre les organisations situées dans les États membres de l'Union européenne ou les pays associés, comme c'est le cas de la Tunisie, doivent appartenir à des secteurs différents, d'accord, académiques et non académiques. Si ce n'est pas le cas, c'est vrai qu'il y a une exception, ça c'est nouveau d'Horizon Europe, et disons que cette exception peut être accordée pour un maximum d'un tiers du total détachement admissible, à condition que ces détachements soient interdisciplinaires. On va expliquer un petit peu aussi ce que ça veut dire l'interdisciplinarité. Donc, on va voir l'exemple. Nous avons aussi, comme je vous avais montré, l'exemple d'Espéranto. Alors, tous les détachements des bénéficiaires qui sont situés, qui sont établis dans les pays membres ou les pays associés vers les pays tiers sont tous éligibles. Ils peuvent tous se dérouler, d'accord? Donc, par exemple, dans le cas de la Tunisie, si le personnel de la Tunisie veut se déplacer à l'Université de Cameroun, aucun problème, ça peut se faire.
Ensuite, dans le sens contraire, il faut faire attention parce qu'il y a, disons, des restrictions au financement. Ce n'est pas le cas pour l'Afrique, donc ça vraiment, il ne faut pas le tenir en compte pour vos institutions. Mais disons que s'il y a des partenaires associés qui veulent aller vers les pays membres, dans le cas des pays africains, tout est possible, ça va être éligible, ça va être financé. C'est dans le cas d'autres pays, comme par exemple la Chili, le Canada, les États-Unis, des pays tiers qui sont considérés pour participer, mais ne peuvent pas recevoir du financement. Ensuite, comme je vous avais dit, s'il y a des cas, par exemple, des pays membres ou des pays associés qui veulent faire des détachements parmi eux, il faut tenir en compte le secteur cette fois-ci. Donc, il faudrait que ce soit des échangements interdisciplinaires. Si, par exemple, des entreprises, comme c'est le cas de la Tunisie et la France, veulent faire un échangement entre eux, il faut que ce détachement soit intersectoriel, interdisciplinaire, pardon. Et donc, on va voir ce que ça veut dire, cette interdisciplinarité, ou comment elle est mesurée dans les programmes. D'accord? Qu'est-ce que la Commission européenne nous dit à niveau de l'interdisciplinarité? Donc, pour qu'il y ait un échange interdisciplinaire, il doit y avoir au moins la participation de 2 disciplines, 2 techniques scientifiques différentes. Dans ce cas, il faudrait faire attention aux mots-clés qui sont disponibles sur la documentation de l'appel et bien les choisir. Par exemple, ici, nous avons le cas d'un détachement, d'un secondment, comme on les appelle en anglais, entre le panel scientifique de sciences de la vie, Physical, Analytical Chemistry, Genetic, Epidemiology, et aussi de la science de la vie, de la science sociale, pardon, l'Egyptology, Museums and Exhibitions. Donc, c'est possible de faire des échanges, disons, entre des pays membres ou des pays associés dans le même secteur, mais il faut que ce soit avec des disciplines de travail différentes. Bon, maintenant, au niveau de financement, qu'est-ce que Staff Exchanges va nous offrir? Ce programme, il va rembourser les échanges de personnel en se basant sur des coûts unitaires qui sont déplacés par les détachements. Le total est de 4 600 € par personne mois et il est reparti dans 2 coûts unitaires différents. 2 300 € par personne mois, donc par déplacement par mois des membres du personnel, qui va servir à payer un complément pour le salaire. Donc là, on parle de top-up. On ne parle pas de salaire, d'accord? Ça, c'est très important aussi. Il faut faire attention. Staff Exchange ne va pas payer le salaire des personnes qui vont se déplacer, mais il va payer un top-up, une espèce de bourse. Cette bourse va servir pour couvrir les frais qui sont liés aux frais de voyage, d'hébergement et des séjours détachés. Et puis ensuite, vous avez 1 000 et 1 300, donc 2 300 € additionnels pour personne moins, pour des coûts institutionnels qui sont divisés en coûts liés à la recherche, au réseau, aux formations et aux coûts purement managériaux. Pour être clair, les 4 600 € seront multipliés par le nombre de mois-personnes ou personnes-mois qui sont envoyés en détachement. Donc, normalement, ce qui arrive, c'est qu'au sein du consortium, il est normal de distribuer les coûts institutionnels. Par exemple, il est normal de transférer aux organisations qui viennent du pays tiers, donc par exemple dans le cas d'Espéranto du Cameroun, comme je vous ai montré, de l'argent pour pouvoir recevoir ce financement, parce que c'est les bénéficiaires qui vont normalement recevoir tout le financement de la Commission européenne et c'est à niveau du consortium donc, dont les différentes institutions peuvent établir des arrangements spécifiques. Donc, ça peut ressembler un petit peu compliqué, mais vraiment, je veux dire, le tableau qui est budgétaire, qui est inclus dans l'appel à proposition, c'est très simple à remplir dans le système de soumission. Il est calculé automatiquement en fonction de personnes mois qui vont se déplacer. Donc, on va voir maintenant comment le projet doit s'envoyer et un petit peu les critères d'évaluation.
Donc ici, et ça, cette slide, vous l'avez en français parce que je viens de l'apprendre ce matin de mes collègues PCN de la France. Donc la proposition, elle comprend la partie A qui est à remplir en ligne avec l'information sur des données budgétaires, administratives, le résumé du projet qui va être présenté. Et sur la partie B, vous avez tout ce qui est la description du travail, le projet technique et scientifique que vous allez présenter. On va un petit peu expliquer cette part B1, ce projet scientifique. Donc, vous aurez 30 pages pour convaincre les évaluateurs que votre projet est le meilleur projet et celui qui doit recevoir le financement. Et la partie B2 qui a aussi des informations supplémentaires. Je vais vous en parler maintenant. Ça, c'est important, les lettres d'engagement pour les pays tiers de l'Afrique qui veulent participer. Donc, au début, Julie vous a mentionné que MSIA, c'est un programme bottom-up. Donc, il n'y a vraiment pas de l'argent qui est mis dans des topics spécifiques ou dans des projets spécifiques. Ce qu'il y a, c'est un ordre avec 8 panneaux scientifiques différents. Donc, vous devrez envoyer votre projet à un de ces 8 panneaux spécifiques scientifiques. Alors, à niveau de, comme je vous avais dit, de la participation des pays tiers, c'est important dans cette partie B2, l'inclusion des lettres d'engagement. Pourquoi? Parce que puisque les pays tiers ne vont pas recevoir du financement directement de la Commission européenne, mais ce financement peut se produire au niveau de consortium, il faut que la Commission européenne voit le compromis, justement, cet engagement que l'institution a dans le projet. Quelles sont les activités qui vont tenir place dans cette institution et montrer donc la participation active dans le projet. Important de l'inclure. Si cette lettre d'engagement n'est pas inclue, c'est un problème d'éligibilité. Donc vraiment, il faut prendre aussi son temps parce que parfois, ce n'est pas facile à faire signer ces lettres d'engagement. Donc, prenez votre temps et il faut que vous ayez les lettres d'engagement des institutions qui veulent participer dans ce programme. Donc, nous avons un petit peu parlé des deux parties, partie A et partie B du projet. Maintenant, on va parler un petit peu des critères d'évaluation. Comment votre projet va être évalué? Et vous voyez dans la partie B1 les 3 principaux critères d'évaluation. Les experts vont évaluer ce projet sur la base de l'excellence du projet, de l'impact du projet et de la mise en œuvre du projet. Ce tableau que vous avez ici, il montre à la fois les critères, les sous-critères, ainsi que le poids qui est donné entre eux aux 3 critères. 50% du poids pour l'excellence, 30% du poids pour l'impact et 20% du poids pour la mise en œuvre ou l'implémentation du projet. Donc, sans entrer en trop de détails, je voulais quand même vous dire un petit peu ce que les évaluateurs peuvent espérer pour un projet à niveau scientifique. Donc, qu'est-ce que ça signifie avoir un projet excellent? Ça veut dire qu'il faut avoir un projet scientifique innovateur avec des objectifs très, très clairs qui seront atteints par un consortium unique composé d'organisations qui se complémentent parfaitement. La méthodologie à utiliser doit être très concrète et elle doit être aussi inclue conforme aux principes de la science ouverte de l'Union européenne et incluant, le cas échéant, une dimension de genre dans le projet. On parle de genre quand le genre est nécessaire dans la recherche, si les résultats qui vont être obtenus, par exemple, sont différents pour les hommes, pour les femmes, pour les personnes âgées, pour les petits-enfants, il faut tenir en compte ça à niveau de recherche. Il faut aussi tenir en compte à niveau, par exemple, des conseils d'administration, cette parité, cette égalité entre hommes et femmes dans le projet. Donc, les participants devront aussi expliquer comment les interactions entre les organisations vont se produire. Les détachements doivent être détaillés et aussi la formation et les collaborations du réseau devront être nommées et montrées. Je vous ai laissé certains documents politiques et stratégiques disponibles juste dans cette diapo pour votre information. On pourra, si vous voulez, en parler un petit peu plus tard. À niveau de l'impact, qu'est-ce que la Commission européenne et qu'est-ce que les Staff Exchange
veulent avoir comme impact. L'impact de ces projets, il va affecter de différents niveaux, y compris pour le personnel participant, mais aussi pour les institutions. Par exemple, il faudra monter si, grâce à cette collaboration, et c'est sûrement, enfin, c'est notablement le cas pour des projets qui commencent en projet Staff Exchange ou RISE dans Horizon 2020, qui devient la possibilité de nouveaux projets qui peuvent peut-être se transformer dans des réseaux de doctorat au futur, ou qui peuvent donner action à des cost actions. C'est autre possibilité aussi à niveau européen de participer de façon collaborative. Grâce au projet, de nouvelles connaissances, des outils, des produits vont être produits justement. Donc, comment seront-ils maximisés? Il faut inclure une information claire sur les actions, sur les canaux, les channels qui vont être atteindre, quels sont les différents publics qui vont se bénéficier. Donc, comment vous allez faire? Vous allez assister à des conférences, vous allez produire des articles, vous allez adresser peut-être les décideurs politiques avec des études spécifiques. Il faut inclure un petit peu une espèce de plan de communication et de diffusion du projet. Et enfin, les impacts vont aussi être là au-delà de la durée du projet. Donc, il faut les expliquer à niveau social, à niveau scientifique, à niveau économique, à niveau aussi du climate change, non? Et il faut les quantifier si c'est possible. Il faut les faire mesurables. Donc, à cet égard, c'est très important d'avoir une bonne synergie, un bon alignement avec les politiques publiques, les politiques scientifiques de l'Union européenne, avec les objectifs de développement durable, par exemple, de Nations Unies, avec les grandes initiatives qui ont lieu maintenant dans le domaine scientifique que vous êtes en train de parler. Donc ça, il faut aussi l'inclure et parler de toute cette dimension stratégique. Et finalement, la mise en œuvre. Donc, la mise en œuvre d'un projet européen nécessite la gestion des activités, des risques, des fonds, du financement. Ce que la Commission européenne nous demande ici, au consortium, c'est de décrire comment cela va faire, comment le suivi aura lieu sous forme de délivrables, par exemple. Ça, c'est un jargon très spécifique de projet européen, mais qui est nécessaire, non? Par exemple, si vous avez des risques scientifiques ou managériaux, comment vous allez les traiter, comment les institutions qui participent sont vraiment les institutions qui sont nécessaires, quelles sont les infrastructures qui participent et aussi l'expérience des institutions dans des projets. Non? Vous avez 30 pages vraiment pour convaincre les évaluateurs que votre projet est le meilleur projet et qui doit être financé. Donc, je crois que je vais déjà donner quelques conseils quand on a parlé des critères d'évaluation, mais je crois que si c'est important d'avoir d'autres conseils, comme par exemple, à niveau très général, je vous dirais qu'il faut prendre la connaissance de tout le matériel qui est disponible. Vous en avez vraiment beaucoup. Vous avez du Access Africa qui est là pour vous donner, pour mettre à votre disposition dans le portail beaucoup d'informations. Contactez votre point de contact national pour demander de l'aide. N'ayez pas peur, il faut toujours demander de l'aide. En tant que projet, quand on écrit le projet, il faut faciliter la recherche d'informations par les évaluateurs. C'est très bon d'utiliser, par exemple, des diagrammes, des mots-clés. Ça aide beaucoup des personnes qui vont sûrement être en train d'évaluer peut-être 10, 15 projets à la fois. C'est vraiment quelque chose qui peut aider. Ensuite, quand est-ce que le call, le call est déjà, l'appel est déjà ouvert, quand est-ce qu'il va fermer? Je vais vous donner simplement des petits chiffres pour vous avoir un petit peu connaissance de ce qui s'est passé dans le premier appel 2021 et aussi un petit peu d'informations du matériel qui est disponible. Donc, l'appel est maintenant ouvert. Il va se terminer le 8 mars 2023 avec un budget de 77 millions et demi. Comme vous pouvez le constater, une fois fini, une fois l'appel terminé, l'évaluation aura lieu et les résultats seront publiés d'ici juin 2023.
hein, et la signature des projets devant avoir lieu à peu près vers le mois de novembre 2023. La Commission européenne, normalement aussi, fait des Coordinators Day. C'est vraiment très, très, très utile pour les projets qui sont financiers puisqu'ils donnent de l'information à niveau du financement, comment il faut faire le suivi, comment il faut reporter à la Commission européenne, aussi de l'information sur la science ouverte, la méthodologie. Il y a beaucoup d'informations. C'est vraiment c'est impeccable comme événement. Moi, je voulais donner des chiffres, par exemple, pour l'appel 2021, pour que vous voyez un petit peu, je les ai écrits ici. Il y a eu 209 projets qui ont été envoyés. De ces 209 projets, il y en a 77 qui sont invités au Grant Agreement Preparation Phase, c'est-à-dire qu'ils vont signer un contrat avec la Commission européenne pour s'effectuer. Donc, ici, ce que vous voyez aussi, c'est l'information des différents panneaux scientifiques, de numéros de projets qui se sont signés. Bien sûr, il y a aussi une liste de réserves, donc ce n'est sûrement pas final, puisque vous voyez ici qu'il y en a 107 qui vont être financiers et 10 projets de la liste de réserves. Mais je crois que c'est bon aussi pour toutes les personnes qui sont en train de nous voir, de pouvoir voir dans les différents panels scientifiques auxquels peut-être vous allez envoyer le projet, quel est un petit peu le numéro de projets qui sont financiers, et pour vous dire que le taux de succès de tout l'appel est d'environ 30%. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce que en comparaison avec d'autres programmes d'MSCA, comme peuvent être les réseaux doctoraux ou peut-être les bourses postdoctorales, ici, c'est vrai que le taux de succès est vraiment plus grand. Donc, c'est déjà une bonne raison de commencer par Staff Exchange comme première, disons, approximation à MSCA. Ensuite, toutes les informations officielles, elles vont être disponibles sur le portail de la Commission européenne, donc le portail de possibilités de financement et d'appel d'offres, et sur les pages, sur les sites web aussi de l'Agence exécutive pour la recherche. Donc, vous avez les liens, je vous les ai inclus, et vous devez être au courant de tous les documents qui sont mentionnés pour vraiment préparer la présentation et votre projet. Donc, il y en a certains qui sont très importants. Et il faut tous les lire. Il faut lire le Guide for Applicants, donc le guide pour les participants, le programme de travail et puis bien sûr savoir comment est le formulaire technique, ce proposal template qu'il faut préparer pour envoyer ces 30 pages de projet qu'il faut envoyer. Et finalement, je voulais finir en expliquant un petit peu, juste 2 mots, sur le projet de l'Union européenne qui est financier et qui nous aide au point national de contact pour soutenir nos activités. Donc, il nous aide à mieux nous former à nous afin de vous apporter un meilleur soutien à vous, aux participants. Nous produisons des différents supports d'appel disponibles sur notre site web, sur MSCA.net, et nous avons aussi lancé une plateforme de jumelage de matchmaking que je vais vous montrer, qui vous permettra en tant que superviseur, en tant que participant, en tant que chercheur, en tant qu'institution, de vous inscrire pour participer et rechercher des rencontres bilatérales avec des entreprises, avec des PNC, pour montrer aussi votre intérêt à participer donc, dans des domaines scientifiques concrets, dans des calls concrets, dans des appels concrets. Vous avez donc le lien là pour si vous voulez vous inscrire. Il va être ouvert jusqu'au mai 2023. Et comme ça, moi, je finis. Je crois qu'à peu près, je suis dans le temps que nous avions pour parler du l'appel. Et voilà, je vous encourage à participer. Vraiment, je crois que c'est un très, très bon outil pour commencer petit à petit à vous internationaliser, à participer avec des partenariats en Europe. Et vraiment, c'est simple puisque le personnel qui va faire les exchanges, les déplacements et personnels qui se trouvent déjà dans votre institution, qui peuvent partir, et vous aussi, vous pourriez accueillir du personnel. Donc, je crois que c'est vraiment un très bon outil pour considérer. Merci.
Ahmed, pardon, je te laisse la parole. Non, non, merci beaucoup. Merci pour cette excellente présentation. Donc là, je vous laisse le soin, Julie, pour, voilà, pour commencer l'interaction, la session d'interaction avec voilà, les participants et voir plus ou moins les questions posées. Voilà. Donc, Alors, en effet, j'ai essayé de regarder le chat, les question and answers dans l'outil et puis aussi le Slido. Donc, je vais essayer de récapituler les différentes questions pour toi aussi, Christina, de façon à ce que tu puisses y répondre. Alors, il y avait une première question à laquelle j'ai envoyé une réponse dans Slido. Je ne sais pas si les participants l'ont vue. Donc, je voudrais juste peut-être la redire à l'oral. Donc, la question, c'était comment est-ce qu'un laboratoire de recherche en Afrique peut participer? Je pense que ça s'adressait de façon générale aux actions Marie Skłodowska-Curie. Donc, j'ai indiqué les liens auxquels je n'ai effectivement pas fait référence pendant ma présentation, mais qui est un lien essentiel, qui est le Funding and Tender Portal, où vous allez en fait trouver toutes les opportunités et tous les appels publiés. Et donc, c'est par ce lien-là également que vous pouvez postuler. Et de la même façon, j'ai aussi ajouté le lien vers la recherche de partenaires, puisqu'il y a un outil qui s'appelle Partner Search sur le Funding and Tender Portal qui vous permet d'identifier des partenaires. Donc, en fonction de ce que vous recherchez, je pense que ce lien peut évidemment sera absolument indispensable. J'ai aussi rappelé que Your Access Africa, bien sûr, vous permet d'avoir accès à l'ensemble des opportunités offertes pour les chercheurs et les organisations africaines. Je ne sais pas si Christina ou Ahmed, vous voulez compléter quelque chose sur ce premier point? C'est complet. Ahmed aussi, ça va? C'est très complet. D'accord. Donc, en tout cas, pour l'ensemble des participants, vous avez ces liens alors je ne sais plus où je les ai mis, dans le Slido et dans le chat du Zoom meeting. Il y a ensuite une autre question qui est est-ce que le partenaire hôte peut être une entreprise privée? Donc, je vais laisser à Christina le soin de répondre, mais tu y as répondu pendant ta présentation. Et comme je le disais de mon côté en introduction, justement, notre objectif aussi dans le programme, c'est de développer la coopération et les partenariats avec le privé, avec les entreprises, les PME. Mais Christina, est-ce que tu veux compléter du coup sur ce point? Donc la réponse est oui, mais est-ce que tu veux compléter? Voilà, tout à fait, tout à fait. La participation en tant que bénéficiaire, en tant que partenaire associé, elle est possible pour les institutions publiques, les institutions privées. Et d'ailleurs, effectivement, il faut vraiment encourager les entreprises à participer. Tout à fait. Ça fait vraiment partie des objectifs sur Horizon Europe. C'est cette dimension ça se dit pas en français, intersectorielle, excusez-moi, qui nous semble justement importante pour permettre aux chercheurs et aussi aux institutions hôtes de gagner finalement, de retirer les bénéfices de la coopération intersectorielle. Merci beaucoup. Donc, je continue. Il y a encore quelques questions. Alors, je pense que là, c'était une question tout simplement pratique qui concernait l'enregistrement de ce webinaire. Donc là, Ahmed, je pense qu'on peut répondre que oui, effectivement, l'enregistrement sera disponible. Et est-ce qu'on peut aussi s'avancer sur le fait que nos présentations à Christina et à moi-même seront bien partagées? oui, certainement, oui. Voilà. Donc, on va partager les présentations et l'enregistrement, il sera disponible aujourd'hui même. Très bien, parfait, merci beaucoup. Du coup, je suis désolée, hein, je joue le rôle de la présentatrice. Ensuite, je continue. Donc là, j'avais posé, alors Marco, je ne sais pas si vous pouvez juste me remettre dans le chat la question ou en tout cas préciser votre question, puisque la question c'était Is there any European action to apply in order to organize a workshop in Africa? Et je n'étais pas sûre en fait de comprendre cette question. Donc, je ne sais pas si vous voulez envoyer une petite précision dans le chat. Je vois que Marco Pieroni est en ligne. Si vous voulez prendre la parole et préciser la question. Je ne sais pas si c'est possible. Bon, sinon, si ça ne marche pas pour prendre la parole, je veux bien avoir… Normalement, ça pourrait marcher. J'ai donné l'autorisation, donc il peut activer son micro.
Donc, Marco, si vous voulez prendre la parole, vous pouvez. Can you hear me? Yes, we can. Okay, sorry, it's better for me to speak English. It's fine. I'm not very familiar and not confident with Francais. Sorry about that. All fine. Yes, the question is, we have already applied and we won a sort of grant, okay, for an Erasmus Plus action to go to African regions, okay, for a staff exchange. Okay, so some of the professors of the university here, I come from Parma, University of Parma, an Italian university, goes in this case in Rwanda for for teaching and for doing lessons. And some of the students from Rwanda come to our university in order to gain knowledge and understand how to make some process on the drug discovery, process. So I was wondering, it would be a very nice follow-up to organize a seminar or a workshop or some sort of way to bring our knowledge in some of the reasons. So something like we organize a meeting, a workshop in Rwanda on the drug discovery process, okay, on a way to make active principle in a continuous way, in a peculiar way. So we call expert in the field of chemistry, in the field of production, in the field of technology, pharmaceutical technology, and so on. So I was wondering if there is any action available to apply to for receiving a grant to organize this kind of meeting. Well, in MSCA, as far as the program is concerned, actually, there's no specific fund just to organize a seminar or a workshop. It will have to be included in either a doctoral network or a staff exchange or co-fund project or even a postdoctoral fellowship project. So I'm afraid the answer will be no. Within MSCA, I mean, there might be other European funding available for you to organize indeed, my events. Indeed, my question, Christina, was more general in the sense that I was wondering if you knew about any kind of action for this kind of grant, not only, also outside the MSCA. Okay, so, it was a very general question, but of course, I mean, okay, clear. specific So for that MSA, but if you know something about, sorry. No, please. Sorry for interrupt. No, actually, maybe here, in order to go ahead also with questions focusing on staff exchanges, I can maybe propose Ahmed because with your Access Africa, actually, there are also some other opportunities which are listed. So I don't know if Ahmed, you have already an answer, or if it would be possible for us both, also with our colleagues in RTD, to check whether there would be a possibility and to reply to Marco later on. Okay, so I think we have the possibility to organize some event or physical event or online event in Rwanda. So we will check this point with Marco. Marco, if you want, you can send me an email and we can discuss together well, that would be great. I received an email from you, so ahmedmahela@eraxis.net, right? Okay. Okay, perfect. So I will send you an email, and if you can reply. We can discuss together. No yes, worries. would be great. Thank you very much. Perfect. Ok, thank you, merci. Donc, je continue peut-être avec les autres questions si ça vous va. Je suis désolée, Marco, d'être un petit peu directive, mais ça nous permet I'll try to do my best for understanding. Je vais traiter les autres questions. Donc, en tout cas, j'ai répondu effectivement sur la question aussi de Marco par rapport aux Doctoral Networks. Donc, effectivement, ici, une organisation africaine peut être bénéficiaire, mais je ne vais pas m'attarder sur ce point puisque j'aimerais pouvoir venir aux questions sur Staff Exchanges. Donc, Christina, la question suivante, c'est quels sont les critères de choix des entités de recherche de staff en mobilité, les critères de choix. Donc, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas, enfin, il faudrait peut-être, s'il nous donne un petit peu plus d'informations, mais les critères de choix, je ne sais pas si on parle de critères de choix des organisations qui vont participer dans le projet, dans le consortium. Si c'est le cas, si c'est la question, moi je dirais,
que normalement, la plupart de ces projets, ils se donnent entre institutions qui ont déjà collaboré, qui ont déjà participé parmi eux. Donc, je crois que c'est très important d'avoir un consortium qui est solide, qui est basé dans des collaborations peut-être antérieures et avec qui vous avez de la confiance pour participer. Vous devez avoir comment on dirait ça, un core group, un noyau donc d'institutions avec qui vous pouvez vraiment avoir de la confiance et avoir un vrai accord à niveau des objectifs scientifiques aussi du projet qui va se dérouler. D'accord, merci beaucoup. Je pense que la réponse est claire. Je vais passer à une autre question. Si bien sûr il y avait une demande de prise de parole. Je vois qu'il y a des mains qui sont levées dans le Oui, chat, aussi justement. dans la liste des participants. Est-ce Oui. qu'éventuellement on peut traiter ces questions juste après, de façon à ce qu'on puisse déjà regarder celles qui sont posées dans le chat? Je vois qu'il y a plein de questions qui arrivent. Alors, je vais aller peut-être un peu plus rapidement. Il y avait aussi une question, une remarque sur la garantie finalement que l'on offre pour protéger la propriété intellectuelle des chercheurs africains. Et en fait, je ne sais pas si Christina, tu veux aussi répondre à ce point, mais en ce qui concerne la propriété intellectuelle, ce sont exactement les mêmes garanties que pour les chercheurs d'autres nationalités. Il n'y a pas de différence qui soit faite à ce niveau-là, bien sûr, mais je ne sais pas, Christina, si tu veux compléter. La question qui suit, c'est quels sont les gains Oui. concrets pour les établissements africains. Donc, je pense aussi que la question, c'est aussi, voilà, comment est-ce que finalement on peut vraiment bénéficier à son avantage, à l'avantage de l'organisation africaine et des chercheurs africains de cette action ou des actions Marie Skłodowska-Curie. Voilà, donc à niveau de propriété intellectuelle, effectivement, il n'y a pas de différence entre soit si c'est un chercheur africain de l'Argentine ou espagnol ou anglais. Par contre, c'est vrai qu'il y a des accords qui vont se signer à niveau de propriété intellectuelle entre les institutions qui font partie du consortium. Ça, c'est vrai qu'il faut toujours le faire avec toute l'information qui est confidentielle et délicate qui vient d'avant le projet et toute cette information produit qui vont se produire pour après, disons, le projet. Donc, il y a toujours des accords qui vont se signer pour tous les projets. Et à niveau de gains concrets, moi, je disais que enfin, c'est très important pour commencer une internationalisation de l'institution, soit université, soit une entreprise. Je crois que c'est toujours très bon pour l'institution de pouvoir accueillir, par exemple, des chercheurs, des doctorants qui vont venir pendant 1, 2, 4, 6 mois dans votre institution, avec qui vous avez partagé vraiment de l'information scientifique, de l'innovation. Je crois que ça va faire monter, s'amplifier votre excellence à niveau institutionnel. Donc, c'est un des impacts structurels pour toutes les institutions, soit de l'Afrique, soit européennes qui participent dans les projets. Effectivement, je te rejoins sur effectivement le gain pour aussi les institutions et puis c'est effectivement offrir aussi cette mobilité, c'est aussi évidemment un accès, encore une fois, à l'excellence scientifique et ça va dans les deux sens. Je voulais, pardon Julie, que je T'en te coupe prie. là, mais je voulais aussi dire que c'est pas obligatoire pour les institutions toujours d'envoyer du staff, d'accord? Vous pouvez être une institution en Éthiopie, une entreprise, une PME de l'Éthiopie qui vraiment n'a pas la possibilité d'avoir un chercheur qui part pendant 3 mois. C'est pas obligatoire. Donc, vous pouvez simplement participer dans le projet et accueillir des personnes dans votre institution. Ça, c'est possible aussi. Hein. C'est une façon de participer comme une autre. D'accord. Julie, il y a une question sur slide qui est très intéressante. En fait, quel est l'intérêt ou l'avantage pour un pays africain de devenir un pays associé si les établissements africains peuvent aussi bénéficier des échanges in ou bien out? Alors là, sincèrement, c'est une question qui est d'ordre politique parce qu'on parle de l'association de programme. Donc, si tu me permets, je ne vais pas forcément partir sur cette dimension-là. Peut-être que la deuxième partie de la question est donc…
Il y a un micro ouvert. Les établissements africains peuvent aussi bénéficier des échanges in et out, c'est-à-dire que, je pense que le sens de la question ici, c'est de bien préciser qu'effectivement, l'ensemble de ces actions Marie Skłodowska-Curie Actions sont ouvertes, soit en tant que bénéficiaire, soit en tant que partenaire. Je ne sais pas en fait si c'est le sens de la question, mais en tout cas sur la première partie, encore une fois, l'association au programme, on est sur une dimension tout autre. Je ne sais pas si Christina, toi, tu avais un élément ou si tu comprends la question différemment. Moi, je la vois comme effectivement le statut possible. Oui. Et effectivement, là, en Oui. l'occurrence, c'est soit bénéficiaire, soit partenaire. Et les pays Oui. africains peuvent être bénéficiaires dans le cadre du Doctoral Networks. Voilà. Ils peuvent être partenaires sur les autres actions. Oui, Donc, oui. effectivement, on n'a pas accès. Ouais, c'est moi qui ai mis là-bas, mais papa, voilà, il faut que tu fasses. On n'a pas accès au statut de bénéficiaire. Enfin, vous n'avez pas accès au statut de bénéficiaire autre que dans l'action Doctoral Networks. Je ne sais pas si Christina, tu veux compléter sur ce point entre bénéficiaire et partenaire, la différence entre les deux peut-être. Je pense que c'est ça en fait qui nous intéresse ici. Oui, parce que sinon, c'est vrai que la question va plus loin non, de ce que c'est MSCA. C'est vrai que parfois, nous avons, et c'est vrai, nous avons des institutions, des pays tiers qui nous disent mais vraiment, on participe de la même façon. Pourquoi on n'est pas bénéficiaire au lieu d'être partenaire associé? Bon, mais je crois que c'est quelque chose qu'on devra peut-être parler, mais vraiment, la différence, c'est à niveau de nom qui est donné parce que toutes les institutions participent de la même façon. C'est vrai qu'il y a des restrictions qui ne sont pas applicables pour l'Afrique pour l'éligibilité de financement, mais c'est surtout le fait que les bénéficiaires vont recevoir le financement de la Commission européenne, ce qui ne veut pas dire que les institutions africaines ne vont pas recevoir de financement, mais ça se fait à niveau du consortium. Donc, si vous y pensez aussi, pour les institutions africaines, c'est un peu moins, il y a un peu moins de bureaucratie puisque vous ne devez pas signer, vous ne devrez pas faire des suites de l'argent qui est en train de fonctionner dans le projet. Mais bon, la réalité, c'est vraiment, disons, où se trouve le pays, soit un État membre, soit un État non membre. Et à part ça, je pense que vraiment les activités qui se font dans le projet sont les mêmes. On va peut-être continuer sur les autres, parce qu'en fait, il y a encore quelques questions. Je sais qu'on est un petit peu en retard, mais si tout le monde est d'accord, on peut peut-être prendre 10 minutes de plus. Christina, si tu es d'accord. Moi, ça me va, oui. J'étais en train d'essayer de répondre, mais je n'arrive pas sur Slido. Non, il y a plusieurs choses et donc on va répondre rapidement à l'oral. Donc, il y a la question des 4 600 € pour personne par mois est un montant acquis non négociable, c'est-à-dire il n'est pas possible de moduler à la hausse ou à la baisse dans le budget. Voilà, c'est un montant acquis qui fonctionne. Normalement, ce qui s'arrive, c'est il y a 4 600 € par personne mois qui se déplace. Donc, ce qui peut vraiment changer dans le budget, ce n'est pas le budget, c'est-à-dire les 2 300 €, c'est obligatoire, qui se dédie à la mobilité du chercheur, ça c'est toujours obligatoire, mais les 2 300 € institutionnels, il peut y avoir parmi le consortium une redistribution de cet argent. Par exemple, pour faire face à des formations de réseau qui sont conjointes et qui peuvent être données à un des bénéficiaires vraiment dans son budget pour pas que le reste doive mettre du budget tout le temps. Donc ça, c'est une redistribution interne, mais normalement, c'est 4 700 €. Il n'y a pas de hausse ou de baisse dans cet argent. Merci. La question suivante, c'est est-ce que la proposition doit contenir un projet de recherche? Oui, voilà, tout à fait. C'est d'ailleurs un projet de recherche conjoint qui va se dérouler grâce au détachement, aux échanges du personnel qui font part des institutions qui participent dans le projet. Mais oui, c'est un projet scientifique. C'est une autre question, du coup, je vais un tout petit peu plus vite. Bon, moi, il y a une question que je vais garder juste après, mais la question qui est posée ensuite, c'est si un projet ou un consortium est en cours de financement, est-il possible de postuler? Donc ça, j'imagine que c'est au cas où il y aurait déjà une application en cours sur une autre opportunité. Je ne suis pas sûre de comprendre. D'accord, oui, c'est peut-être le cas que vous avez déjà un projet similaire que vous avez envoyé
pour notre appel aux applications, vous pouvez toujours vous pouvez toujours postuler. Par contre, il faudra voir au moment, si vous recevez le financement d'MSCA, s'il n'y a pas ce qu'on appelle un double funding. Donc ça, il faudra l'étudier au moment du financement. Mais sinon, postuler, vous pouvez toujours postuler. Alors après, il y a une question, et là, je pense que c'est une incompréhension, donc c'est bien de le clarifier. La durée du financement n'est valable qu'un mois. La Voilà, réponse, donc, je ne sais rien. Mais vas-y, voilà. je te laisse Non, répondre. bon, le projet, il y a une duration de 4 ans et vous avez les 4 600 € par mois, disons, par détachement. C'est ça qui fonctionne, disons, par ce qu'on appelle par mois. Ce n'est pas que ce soit valable par mois. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, par exemple, si vous avez un détachement qui va se dérouler pendant 15 jours, parce que c'est possible, vous pouvez, disons, faire des détachements petits de 15 jours en 15 jours. Le minimum toujours doit être un mois. Nous, on ne fait pas la recommandation de faire disons, des détachements plus petits que moi, mais c'est possible. Mais pensez que si vous faites 15 jours et 15 jours, vous allez simplement recevoir 4 600 € parce que le minimum, c'est un mois. D'accord? C'est pour ça que normalement, les détachements sont plus longs, 2, 3, 4, 5 mois, parce qu'à niveau de coût de déplacement, de billets d'avion, d'hébergement, ben, ça fonctionne mieux avec les détachements longs. Il y a une question que j'avais passée, mais que j'aime bien, en fait, pour presque arriver vers notre conclusion. C'est comment est-ce qu'on fait pour démarrer un bon projet? Et moi, pendant ce temps, pendant que tu réfléchis à la façon dont tu vas répondre, je vais juste à nouveau afficher la slide avec les liens. Parce qu'on nous demande aussi dans les questions and answers, dans le chat, on nous demande aussi quel est le lien finalement pour postuler. Donc, je vais juste, pendant que tu réponds, partager mon écran si tu le veux bien, où je vais à nouveau afficher tous les liens, notamment le lien vers le site des Marit Skłodowska-Curie Actions, où vous avez en fait l'ensemble des actions qui sont aussi présentées, qui vous sont résumées, qui vous sont expliquées. Vous avez aussi bien sûr ensuite le lien vers le call, donc il y a un lien entre notre site et puis le Funding and Tender Portal. Donc je vais juste réafficher cette slide. Et j'ai vu qu'il y avait des questions, avant pardon que tu répondes aussi Christina, j'ai vu aussi qu'il y avait des questions sur Postdoctoral Fellowships. Alors, dans le chat ou dans le Slido, je ne sais plus où, dans les questions and answers, il y avait des questions sur Postdoctoral Fellowship, notamment sur comment est-ce qu'on peut appliquer de façon qualitative, étant donné que ce call est extrêmement compétitif et concurrentiel. Excusez-moi, je crois que je mélange un petit peu le français et l'anglais. Donc, en fait, moi, je pense que je ne suis pas sûre qu'on ait le temps, malheureusement, d'aborder ces questions aujourd'hui, puisque ça concerne une autre action. Mais par contre, Ahmed, je me tourne vers toi. Nous pourrions donc peut-être, dans la perspective du prochain call Postdoctoral Fellowships, envisager un webinaire où, en tout cas, bien sûr, vous pouvez également vous reporter aux enregistrements des précédents webinaires, notamment celui du mois de juillet qui couvrait l'ensemble des actions. Donc, je suis désolée d'être un petit peu courte sur ces points-là, mais malheureusement, je pense qu'on aura du mal à développer. En revanche, vous avez accès aux enregistrements des précédentes sessions d'information organisées par Your Access Africa avec l'ensemble des actions présentées. Et donc, sur Postdoctoral Fellowships, vous pourriez aussi avoir d'autres informations. Ahmed, je ne sais pas si tu veux compléter sur ce point. Après, je laisse Christina répondre sur la question du bon projet et je vais partager mon écran. Oui, c'est juste un point. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et si vraiment il y aura besoin d'expliquer un mécanisme ou voilà, une opportunité de financement. Donc là, on pourra s'organiser à donc, préparer un webinaire dédié pour le mécanisme adéquat. Sinon, comme Julie déjà l'a mentionné, vous pouvez accéder à la chaîne YouTube de Your Access Africa ou bien dans les réseaux sociaux où vous allez trouver toutes les sessions qui sont déjà enregistrées. Donc voilà, donc toutes les informations sont là. Et n'hésitez pas, si vous avez des besoins des slides, on pourra facilement les partager avec vous. Voilà, donc Merci beaucoup, merci. Et Christina, du coup, je te laisse répondre sur le démarrage d'un bon projet. D'accord, mais je pense que le démarrage,
niveau écriture, non? Pour écrire un projet, pour présenter un projet, pas une fois que le projet a été financé. Je pense que la personne peut plutôt savoir comment Oui. préparer, comment postuler. Donc, Comment postuler, peut-être voilà. aussi sur la recherche de partenaires, peut-être Oui. juste repréciser les choses. Parfait, oui. Donc déjà, moi, je dirais que c'est important de penser que c'est un projet avec qui vous avez participé pendant 4 ans. Donc, c'est un projet qui va durer 4 ans. C'est un projet avec des institutions que vous devez travailler pendant longtemps. Donc, déjà, je le disais avant, c'est important d'avoir de la confiance avec ce noyau avec qui vous allez travailler, que ce soit normalement, il faut user vos réseaux. Les réseaux que vous avez institutionnels, déjà les collaborations actuelles, voir si vous avez des collaborateurs en dehors de votre pays, en dehors de votre région et surtout parce que c'est vrai que le projet a une dimension internationale, non seulement européenne. Donc, c'est important de voir si vous avez des collaborateurs naturels en dehors de votre pays. À niveau des outils, c'est vrai que vous avez beaucoup d'outils, il y a vraiment beaucoup de l'information. Moi, je pense que c'est bon, par exemple, d'utiliser Cordis. Je crois que je n'ai pas laissé… Ah, je viens de voir là les liens, la référence, juste la dernière, c'est Cordis. C'est un service de la Commission européenne, c'est un portail qui a de l'information sur les différents projets et les résultats de projets qui se sont financés par l'Europe. Je crois que maintenant, juste maintenant, les projets de Staff Exchange 2021, ils sont en train de se publier. Je vous recommande de jeter un coup d'œil parce que c'est bon de savoir qui participe dans des projets qui sont sûrement similaire à niveau scientifique à ce que vous avez dans votre tête comme idée. Et vous pouvez même trouver des collaborateurs naturels dans Cordis. Donc, c'est bon de savoir ce qui a déjà été financé pour justement essayer de ne pas faire la même chose, non? Et d'innover un petit peu. Christina, Oui. si j'ajoute juste un point par rapport à ça, parce que Cordis, elle est une base de données très riche des projets déjà financés. C'est très important de savoir les projets déjà financés, mais aussi, c'est bien de bâtir le projet sur déjà des choses qui ont été faites. Tout Donc, à fait. partir à partir des choses qui ont été faites, citer des projets, citer des anciens projets et aller plus loin vers les propositions avec un aspect plus ou moins innovant et à fort impact économique et sociétal. Voilà. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets, enfin, je n'ai pas des statistiques, ça, je ne sais pas, Julie, si on pourrait avoir des chiffres comme ça, mais il y a beaucoup de projets RISE, Staff Exchange, qui viennent de projets européens antérieurs. Justement, moi, je voyais l'Info Day aujourd'hui en France et il y avait un des coordinateurs. C'était vraiment, je crois que c'était son 3e projet européen. Il partait d'un IRCES, c'était le programme 4, 7e, c'était vraiment très, très similaire à Staff Exchange. Et puis après, ils avaient eu, je crois que c'était Cost Action, donc c'est autre type de projet européen aussi collaboratif d'innovation et de recherche. Et puis maintenant, tout ça a tourné dans un Staff Exchange nouveau avec de nouvelles idées, sûrement de nouvelles techniques et quelque chose vraiment innovant pour le domaine scientifique. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de collaborations et justement, c'est une des finalités aussi, que ces collaborations vont au-delà du projet, de la duration du projet. Et on le voit par exemple dans ces situations-là. Oui, et par rapport à ça, je lis juste un petit mot. Par rapport à Cordis, on va organiser bientôt un workshop en ligne pratique par rapport à la manipulation des plateformes, en l'occurrence la plateforme Cordis. Donc, comment utiliser la plateforme et comment télécharger donc les informations relatives à des anciens projets, faire les filtres et arriver à travers des mots-clés à extraire des informations sur des thématiques bien plus ou moins proches des thématiques pour lesquelles on souhaite monter un projet. Voilà, donc il faut être connecté à Euraccess Afrique et vous allez donc très bientôt bénéficier de ce workshop pratique pour la première fois. Voilà.
Merci beaucoup. Je pense que l'on peut. Alors, j'ai juste affiché cette slide, mais encore une fois, elle sera partagée avec l'ensemble d'entre vous. Et donc, vous voyez, il y a, comme on le disait tout à l'heure, le site Marie Skłodowska-Curie Actions. Il y a le lien vers le Funding and Tenders Portal. Sur ce site, encore une fois, vous trouvez l'outil qui s'appelle Partner Search pour trouver des partenaires potentiels. Vous avez bien sûr Your Access et Your Access Africa. Vous connaissez maintenant parfaitement le lien. Peut-être aussi, donc, effectivement, un mot donc, sur Cordis. Il y a aussi, pour votre information, l'association Marie Curie Alumni, qui en fait a un chapitre africain qui peut aussi vous aider. La nouvelle chair de l'African Chapter, du chapitre africain, s'appelle Precious Ekwer. Elle est très, très dynamique et elle a beaucoup envie d'aider aussi et de partager son expérience en tant qu'ancienne des actions Marie Skłodowska-Curie. Je vais peut-être arrêter de partager mon écran parce que sinon je ne vois plus ce qui se passe ailleurs. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, Ahmed, mais peut-être qu'on va s'arrêter là dans les questions-réponses. J'espère que nous avons répondu à quasiment l'ensemble des questions. Mais bien sûr, Ahmed, je pense que tu seras en contact avec les Oui. participants en cas de besoin. Mais moi, je m'arrête de parler puisque je ne suis pas la maîtresse de cérémonie. Non, non, Donc, non, je te non. laisse reprendre la parole. Non, mais avec un grand plaisir, Julie. En fait, on a fait de très bonnes collaborations et je vous remercie vraiment hein, pour cette parfaite collaboration. Je remercie également Christina, donc point de contact national espagnol, pour d'avoir enrichi voilà, notre webinaire aujourd'hui. Voilà, donc pour ceux qui ont raté quelques informations, on a le visionnage. Vous pouvez revoir l'enregistrement, mais aussi après-demain, on aura un webinaire. Le même webinaire, c'est en anglais. Donc, on va en parler plus. Peut-être qu'on aura des questions similaires, mais peut-être aussi qu'on aura d'autres questions. Donc, je vous invite vivement à reparticiper aussi au webinaire en anglais. C'est très intéressant de s'habituer au jargon, à la terminologie utilisée, parce que finalement, si on va monter des projets, on va les monter en anglais. Donc, c'est très important, oui. Le français, ça facilite la compréhension, mais si on va aller vers le vif du sujet, on aura besoin d'aller. Donc, voilà, le 20, c'est après-demain, le même timing, à 14 heures centrale, donc le timing voilà, heure de Bruxelles. Donc là, save the date, après-demain. N'hésitez pas à nous contacter. D'ailleurs, on a eu l'occasion au mois de juillet, on a reçu beaucoup de questions, même après le webinaire, et on a essayé de donner des éléments de réponse à toutes les questions posées. Donc, je remercie Julie pour ça. Donc, on a bien fait un échange très riche après. Donc, voilà, save the date, c'est après-demain. Merci beaucoup. Merci à tous les participants. Merci Julie. Et donc, merci beaucoup, Christina. Et donc, après-demain, bye bye. Merci à tous. Merci de votre Bonne journée. temps et Au revoir. merci de votre Merci beaucoup. écoute. Merci pour les échanges. Merci. Au revoir. Bye Au bye. revoir. Bonne journée. Bye bye. Bye bye. Merci tout le monde.